Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Info Politique. Ce soir de politique, on va parler d'histoire, on parlera de patrimoine, parce que ce week-end, c'est les journées européennes du patrimoine. Et sur le document que j'ai écrit également l'art du partage, le 14, 15, 16 septembre. On va voir tout de suite tous ces événements, ce que c'est. On va juste quand même rappeler que cette année, c'est le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion et que le 20 décembre, ça fera 170 ans que l'esclavage aura été aboli. Tout un cadre, tout un contexte, avec nous, pour en parler, Laurent Waro, restaurateur. J'ai tellement content de dire restaurateur. C'est ça, c'est bien. Restaurateur, historien, archéologue. Ça, je dis restaurateur parce qu'on parle également de manger. Également avec nous, Sébastien Guilta, responsable directeur culturel donc à la mairie de Saint-Paul. Yolande Valérien, premier adjoint au maire délégué à la culture. Une année chargée et on n'a pas ajouté bicentenaire à la naissance de le comte de Lille. On a plein de choses. Également cette année, on fêtera le centenaire de la fin de l'armistice de 14-18. Mais tout de suite, sur le patrimoine, d'abord à Yolande Valérien, journée européenne du patrimoine. Quelque chose de particulier à Saint-Paul? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes sur une année assez exceptionnelle, puisque nous sommes en plus à Saint-Paul, berceau du peuplement. Nous célébrons les 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais aussi du 355e anniversaire donc du peuplement de la Réunion. Et quand on sait l'histoire est née à la Réunion, l'histoire de la Réunion est née à Saint-Paul. Donc évidemment, autour... Je vais poser tout de suite la question. À Sainte-Suzanne, Boris Johnson m'a posé la question une fois en me disant que, en fait, c'est pas à Saint-Paul, mais c'est à Sainte-Suzanne. Il y a polémique ou pas là-dessus? Il n'y a pas polémique, mais l'histoire n'est pas figée. Donc, chaque historien a le droit aussi donc, à travailler, à rechercher davantage tous les jours afin, à un moment donné, c'est ça aussi, faire de la culture, c'est-à-dire aller trouver au fin fond, sur les traces du passé, donc des réponses. Et alors, justement, ces réponses, j'ai vu que Laurent Waro donnait de la tête Oui. sur cette discussion entre Sainte-Suzanne et Saint-Paul. En fait, il y a une légitimité des deux côtés, voire des trois côtés, on pourrait dire, puisque sur les installations premières, on est bien sur un territoire qui est Saint-Paul, Sainte-Suzanne et Saint-Denis, avec des notions qui étaient un découpage, qui était absolument pas celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est la notion de quartier, pas quartier au sens petit du terme, mais au sens d'un morceau de la Réunion. Voilà, donc on est sur les trois communes qui peuvent se positionner, entre guillemets, sur cette question-là, quoi. Donc, on a aussi après un mode de concession qui fait que ce territoire-là, il a été très, très vite habité, très, très vite concédé sur un mode lié à la coutume de Paris, que les Réunionnais connaissent bien, du battant des lames au sommet des montagnes. Donc, non, les trois communes peuvent se positionner sur cette question-là, thématiquement parlant, quoi. Voilà. Simplement, je reviens à ça, Yolande Valérien, la grotte, aujourd'hui, la nommer aujourd'hui la grotte du peuplement, c'est le point de départ. En fait, nous sommes sur un chantier, une construction. On souhaite cette année justement de mettre en avant, mettre en lumière en tout cas des facettes de notre histoire qui restent pas assez connues, voire méconnues. Et pour ce faire, sur la progression de notre peuplement, justement, depuis 1663 jusqu'à aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce qu'on met en avant les différentes populations qui ont construit la Réunion. Et à partir de là, effectivement, nous sommes les services, donc Sébastien nous donnera des précisions là-dessus dans un instant, nous sommes sur la construction d'un parcours de l'art du vivre ensemble et du métissage culturel. Et en rappelant à chaque fois les étapes importantes de notre histoire, du peuplement et de la construction de cette société réunionnaise. Et la grotte du peuplement, en fait, la grotte du peuplement a connu plusieurs noms. Oui, il y a eu les premiers, la grotte des Portugais, de la caverne, de Notre-Dame, plein de noms. Nous, c'est pas dire qu'il faut changer de nom. C'est juste... On va juste quand même dire pour ceux de notre génération,
On parle de la grotte des premiers Français, après ça a été la grotte des Réunionnais aussi. Oui, Donc, c'est tout vrai. le monde connaît cette grotte de Saint-Paul. Et aujourd'hui, il y a une démarche. Pour Effectivement, en 65 à peu près, 1965, c'était rebaptisé grotte des premiers Français. Plus récemment, sous l'ancienne mandature, la grotte, c'était la grotte des premiers Réunionnais. Nous, c'est juste démarrer. C'est le point de départ de notre parcours de l'art du vivre ensemble qui sera développé dans un instant. Le parcours de l'art du vivre ensemble qui rappelle donc nos espaces patrimoniaux sur Saint-Paul, mais aussi différentes rues habillées aux couleurs, donc, pour rappeler justement l'importance et le rôle qu'ils ont joué, ces femmes et ces hommes venant de différents pays, différents continents et qui ont construit la Réunion. D'accord. Alors, Laurent Waro, la question sur cette grotte aujourd'hui, est-ce que la grotte du peuplement, c'est une dénomination qui peut correspondre à à aller faire se vivre ensemble? Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est sur la gestion d'un concept qu'on appelle les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour une ville, l'enjeu, c'est de pouvoir poser une scénographie d'ensemble qui a aussi valeur pédagogique pour la population qui y vit. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'inscrire ces différents lieux à la fois dans un mécanisme de continuité historique, de regard de l'histoire, et de lui permettre en fait d'avoir une fonction, de renforcer sa fonction de lieu de mémoire. Tous les Réunionnais connaissent la grotte parce que pas finalement peut-être moins pour l'histoire du peuplement, mais surtout parce que c'est un lieu de mémoire familial, hein, que les Réunionnais vont pour là-bas essentiellement pour pique-niquer, pour l'eau qui coule sur la roche quand on était petit. Donc c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Mais là, il s'agit en fait de l'inscrire dans une fonction particulière, de lui donner une attribution qui va permettre en fait d'avoir pratiquement en fait une sorte de clé de lecture qui démarre donc de cet espace-là et qui permet de rentrer dans la ville. Donc c'est un élément important, c'est un point de départ symbolique et là-dedans en fait c'est pour ça que cette entrée du peuplement est extrêmement forte dans ce lieu-là. D'accord. Vous êtes donc directeur culturel donc à la mairie de Saint-Paul. Pour les journées européennes de ce week-end, les journées européennes donc du patrimoine, qu'est-ce que la mairie a envie de montrer comme patrimoine aux citoyens de Saint-Paul? En fait, les Journées européennes du patrimoine, c'est un événement récurrent qui revient tous les ans. Et donc, ce que la mairie a envie de montrer, c'est son patrimoine. Mais tous les ans, il y a un thème. C'est une journée thématique. Donc, cette année, c'est l'art du partage. Donc, partager son patrimoine, partager ses connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? On va montrer déjà patrimoine culturel, patrimoine naturel. Patrimoine culturel, on va se centrer beaucoup sur le centre-ville de Saint-Paul. On va retrouver différents monuments, des monuments classiques que vous connaissez, sur le front de mer de Saint-Paul, l'hôtel de ville, mais avec un angle un peu différent, parce qu'on a des focus qui sont faits non pas par des professionnels, mais par des étudiants, que ce soit en BTS de Plateau-Caillou, en BTS Tourisme ou du CFA de Sainte-Marie, qui vont travailler avec nous en amont pour présenter nos monuments, comme ça, aux passants, aux curieux. Donc là aussi, c'est l'histoire, ça va être dans le partage. Donc de partager de la connaissance avec ses étudiants pour qu'ils la partagent eux-mêmes. Le partage, il se situe aussi également avec les associations. Donc il y aura des associations de Saint-Paul qui vont nous présenter du meringue, ou des associations de quartier, comme sur le quartier de la Caverne, qui vont présenter l'histoire du quartier de la Caverne. On va avoir des associations aussi un peu plus haut, vers Villèle, des choses comme ça. Donc le partage, toujours, on va avoir le parcours du vivre ensemble qui sera proposé, le parcours du métissage et du vivre ensemble qui sera proposé avec différents départs. On a le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, on a un parcours thématique qui vient d'être créé spécifiquement pour cette journée autour de quel regard porter sur l'abolition de l'esclavage à Saint-Paul au travers de différents monuments commémoratifs qu'on retrouve dans Saint-Paul. On ne voit pas toujours, mais il y en a. Ceux qui dépendent de l'UNESCO, ceux qui dépendent de différents sculpteurs, le bracelet de Padeau qu'on retrouve, même le mémorial de Jacques Benty qui est au cimetière marin. Donc on va interroger un petit peu ce 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au travers de ces différents monuments commémoratifs. Donc je vous dis, le programme est dense. On a aussi une action, on parlait de patrimoine naturel, parce que aussi ça fait partie de notre patrimoine. Il y a quelques années de ça, les Journées européennes du patrimoine, c'était patrimoine naturel, patrimoine culturel. Donc on collabore, le label Ville d'Arrêt d'Histoire de la ville de Saint-Paul collabore avec la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul. Donc on aura une visite double, regard historique patrimonial, regard
regard, on va dire, environnementaliste. Et enfin, on a une action aussi sur le parc Belvédère, donc le parc Belvédère au niveau de Plateau Caillou, sur la savane, qui va être mise en avant avec les usages de la savane, le pastoralisme, la géologie, les plantes, mais aussi, les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il y a un morceau de chemin pavé là-haut, qui correspond à la Grande Montée, hein, qui est sous le contrôle de Laurent, qui connaît bien ça, qui date à peu près de 1724, c'est ça. Et on a un atelier de restauration de ce patrimoine avec le CHAM, et des choses comme ça, et des tailleurs de pierre et des spécialistes de la pierre sèche qui vont intervenir pour montrer comment on pourrait restaurer ce patrimoine dans un futur proche. On l'a vu l'année dernière, il y a eu Festival, il y a eu le 20 décembre. On voit que dans le cadre du 20 décembre, il y a une vraie communion autour du 20 décembre. On l'a vu sur le bord de mer, il y a eu pas mal d'exposants, de Goni, de ceux qui parlaient du maïs, ceux qui faisaient de la couture. Il y a autour du 20 décembre, il y a une volonté d'associer des moments de vie à ce 20 décembre. Il y a eu Festival, revenir un petit peu dans dans l'imaginaire réunionnais, l'imaginaire réunionnais avec les superstitions, avec les histoires qui se construisent. Est-ce qu'aujourd'hui, la population, on va parler bien sûr de Saint-Paul, mais d'une manière générale de la Réunion, est-ce que l'appropriation de l'histoire est quelque chose qui est devenu automatique ou un besoin finalement? Ouais, alors peut-être sous l'angle un petit peu, bon, c'est un phénomène que j'observe un peu dans le long terme. Effectivement, il y a de plus en plus une appropriation de plus en plus forte dans les quartiers en fait de cette mémoire du 20 décembre, avec toujours quelque chose de compliqué à gérer, c'est-à-dire l'aspect festif et l'aspect mémoire. C'est-à-dire qu'il faut concilier les deux, il faut concilier un moment qui est un moment de fête, un moment de fête républicain, puisque à l'époque on est dans une révolution de 1848 et c'est finalement une sorte d'abolition des privilèges à La Réunion et d'égalité pour tous. Donc on est dans un moment fort. Et en même temps, il faut concilier ce moment de fête avec un moment de mémoire où l'identité de beaucoup de Réunionnais est née dans cette période-là. Les noms de famille ont été créés en 48 pour beaucoup de familles réunionnaises. Donc c'est pouvoir, concilier à la fois quelque chose qui est un peu introspectif, qui permet de se projeter dans le souvenir de l'ancêtre, et en même temps quelque chose qui est festif, où on peut participer, où l'ensemble des communautés réunionnaises peut participer. Donc le point d'équilibre, il est parfois compliqué à trouver. Mais de plus en plus, qu'on constate, c'est qu'effectivement le phénomène est de plus en plus approprié. Sur ce point-là, il y a un élément qui était important, d'autant que je l'ai entendu. D'une part, le 20 décembre, on veut que ce soit une fête réunionnaise. De l'autre, il y a certains qui souhaiteraient que ça reste une fête des descendants d'esclaves, des cafres, quelque part. Pour eux, c'est de ne pas diluer l'ensemble, diluer une communauté dans l'ensemble. Alors, finalement, entre la volonté du vivre ensemble et la volonté de garder un petit peu chacun son aspect traditionnel, culturel, c'est là aussi un équilibre à trouver, Yolande Bellier. Si, en fait, la volonté, c'est faire de la connaissance. Et faire de la connaissance, c'est justement pour que nos mamailles s'approprient de son histoire. Mais après, on ne peut pas empêcher non plus des personnes qui pensent différemment. C'est parce que justement, il y a un manque de connaissances. Quand on dit la fête CAF, pour moi, qu'on appelle fête CAF, 20 décembre, fête de la liberté, quel que soit, pour moi, c'est le 20 décembre 1848. Quelle que soit son appellation, il n'y a aucun problème. Après, ces personnes qui préfèrent la liberté ou fête CAF ou 20 décembre et tout ça, moi je pense que l'idée c'est comment faire pour rassembler les Réunionnais autour d'une date symbolique, le 20 décembre. Ces femmes et ces hommes, malgaches, africains, indiens ou autres, esclaves. Parce qu'on a tendance à croire, par exemple, les Indiens sont arrivés ici seulement en tant qu'engagés. Mais il y a aussi des esclaves, c'est écrit noir sur blanc. On a une expo même à Saint-Paul aujourd'hui, l'espace culturel Sud-Alfuma abrite une expo sur le marronnage. On voit très bien, il y a aussi des malbars dedans, qui sont esclaves. Et à partir de là, rassembler les Réunionnais, qui est un Réunionnais? Un Réunionnais, c'est
celle ou celui qui habite à La Réunion. À partir du moment où nous sommes d'accord pour dire construire La Réunion ensemble et surtout comment renforcer ce vivre ensemble. À mon avis, quel que soit le nom, une ville a tendance à mettre en place sa fête, sa manifestation autour de cet événement. Fête CAF, c'est très bien. Fête 20 décembre, c'est très bien. Fête pour la liberté, pour moi, c'est très bien. L'objectif, c'est de voir comment faire pour nos enfants, c'est-à-dire ces valeurs réunionnaises. On parle aussi des pensées réunionnaises des fois. Comment ils ont fait en si peu de temps, en 355 ans d'histoire aujourd'hui, ils ont fait nos ancêtres dans le bois, quand ils s'en marron, pour résister, pour être libres demain, et nous justement, et nous donner cette chance de vivre à La Réunion, de vivre ensemble à La Réunion, sur cette terre réunionnaise, où le vivre ensemble est assez original. Moi, je pense que c'est pas une bagarre l'un contre l'autre ou revendiquer une fête, c'est de dire bravo à nos héros, c'est-à-dire nos ancêtres. Ils ont mené des combats de la résistance, des fois par le suicide, des fois par le marronnage, des fois par des révoltes, pour refuser l'esclavage et en fait nous donner cet espace de vie que les gaillards, que nous aimons aujourd'hui. Mais notre tour aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui en tant que responsable, ici un historien, ici un responsable, ici vous êtes journaliste, moi je suis élu. Comment faire justement pour renforcer ce vivre ensemble-là au travers de nos actions et construire La Réunion, aménager La Réunion, urbaniser La Réunion avec justement cette approche patrimoniale et culturelle. Ça, c'est un projet que vous avez déjà commencé d'ailleurs. Ouais. C'est de donner un double nom à des rues ou quel va être En le fait, projet? c'est des thèmes retenus. Ouais. Sur 9 rues, on a 11 thèmes qui rappellent les Chinois, qui rappellent les Indo-musulmans, qui rappellent les Africains, qui rappellent les Malgaches, qui rappellent Anmous, qui rappellent l'Huipayen, qui rappellent l'engagisme. C'est tout ça dans des rues avec une colorie spécifique, avec des totems pour expliquer la venue, le rôle qu'ils ont joué, par exemple, ces gens-là, dans la construction de cette cité réunionnaise. Il ne s'agit pas d'enlever des rues, des noms de rues. Il s'agit de partager. Cette année, l'Europe, le thème, c'est l'art du partage. Et je pense qu'il serait intéressant de donner aussi une explication rapide sur le jardin de la liberté. Auparavant, c'était le jardin des morts, c'était la place du tribunal, le square de l'appel du juin. Aujourd'hui, on a décidé, en concertation, On va juste préciser où ça se trouve pour ceux qui ne savent pas. à Saint-Paul, rue La Boisdonnais, Ouais. et l'angle des rues La Boisdonnais et de la Caverne, là où il y a le monument aux morts, en fait. Plus connu sur le monument aux morts, le jardin du monument aux morts. Là-dedans, effectivement, nous avons plusieurs aspects. Et bien sûr, avec des valeurs hautement symboliques, patriotiques, des valeurs de la République. Parce qu'il y a des Saint-Paulois, des Réunionnais qui sont partis pour justement combattre pour libérer la France. La Première Guerre ou encore la Deuxième Guerre. Mais il y a aussi, sur cette place, un fait historique incontournable, c'est l'exécution de 4 esclaves qui ont participé, qui ont mené donc justement, qui ont monté et mis en place cette révolte des esclaves de 1811 qui ont été exécutés ici sur cette place, sur cette même place. Donc, comment faire justement pour partager? On parle de partage, on parle de connaissance, on parle de transmission. Et à partir de là, on s'est dit, dans la reconfiguration complète de ce jardin, dans la réhabilitation de ce jardin, allons réfléchir avec les associations patriotiques, les associations militaires. On va juste rappeler que lorsqu'on parle de ceux qui ont été exécutés sur cette place, c'est bien sûr Élie, Vincent, Paul, Zéphyr. Et Zéphyr, donc. À Saint-Paul, mais il y a eu d'autres exécutions, à Saint-Leu, à Saint-Pierre, à Saint-Denis, à Saint-Benoît. Mais en tout cas, sur cette place, il y a eu 4 exécutions aussi. Si je ne me trompe pas, le 14 avril 1812 à peu près. 15 avril 1812.
Donc, à partir de là, avec les associations patriotiques et militaires, l'association de la communauté juive de La Réunion, avec les associations de quartier, en travaillant avec le comité Eli, on a travaillé tout le monde ensemble. On s'est dit, partager un espace, allons trouver un nom, puisque de toute façon, quel que soit le combat, c'était pour la liberté. Première guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est pour la liberté. La libération du camp d'Auschwitz, refuser l'esclavage, c'était pour la liberté. Ils sont tombés là-dessus. Le jardin de la liberté. Il y a quelque chose, Laurent Barbeau, que je vais dire. Quand on regarde au niveau du Lazaret, les recherches qui ont été menées, qui est ressorti, le 11 novembre, c'est là où la communauté hindoue, chinoise et afro-malgache de La Réunion va rendre hommage à ceux qui sont venus de la mer. Tout le monde met les offrandes. Est-ce que, quelque part, d'abord, il y a cette découverte, découvrir des endroits de l'histoire, de notre histoire, et après, se voir que finalement, les gens vont aller chercher un peu plus, fouiller un peu plus. À la rigueur, ils sont tous devenus archéologues pour essayer de comprendre un peu leur histoire. Et par rapport à justement à ce projet de donner à 11 rues, 9 rues, 11 thèmes. Voilà, 11 thèmes, c'est bien de finalement de faire évoluer cette histoire pour se l'approprier un petit peu plus. Alors oui, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est inscrit à l'histoire dans la ville. C'est-à-dire, en fait, la ville devient une sorte de vitrine pédagogique qui permet de travailler sur une meilleure connaissance, un schéma qui est partagé par l'ensemble, avec quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que là aussi, il faut faut le replacer. Je pense que ce que disait M. Veilléen justement sur la place de la liberté, c'est que finalement, je ne sais pas pourquoi, mais à La Réunion, en fait, on ose peu de réflexion sur les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance, il y a une faiblesse là-dessus. C'est quelque chose qui est laissé souvent aux associations qui entretiennent cet élément-là, c'est-à-dire qui vont dire ce lieu-là est important, cet espace-là est important, etc. Et donc, ils font vivre quelque part la mémoire du lieu. Mais on intègre peu le fait qu'il y a une dimension extrêmement pédagogique là-dedans qu'on peut déployer. Et en fait, pour la première fois, donc, on a une ville à La Réunion qui se dit, oui, on peut travailler sur construire du sens autour d'un monument. Et donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce jardin permet cette démarche-là. Et plus globalement, en fait, le fait d'éclater un parcours dans la ville fait participer la ville et ses habitants, en fait, au récit global. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est un élément d'appropriation extrêmement fort. C'est une première à La Réunion. Et effectivement, le temps de mémoire, il est des fois un peu rassemblé au 11 novembre ou 20 décembre. Et là, le fait de pouvoir l'inscrire dans ce temps des 170 ans sur une année complète, ça permet quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement novateur dans l'approche. C'est en ça que la dimension est intéressante, c'est que la ville devient une vitrine pour l'histoire. Et au-delà du fait qu'effectivement, on voit bien dans le programme qu'a donné Sébastien, qu'il y a une richesse patrimoniale extrêmement forte, là, en fait, on rajoute une fonction pédagogique qui sera installée presque de façon permanente. Donc, voilà, ça, c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant d'un point de vue de la connexion avec cette thématique du souvenir de l'esclavage et du peuplement. On est vraiment dans le thème. Sébastien Guetta, on parle d'appropriation, on parle de devoir de mémoire, mais il y a aussi cette transmission à travers les actions qui sont menées. Comment le travail se fait avec les écoles primaires? Là, c'est vraiment le propre de ce parcours du vivre ensemble, mais aussi plus largement du label Ville d'art et d'histoire et la politique d'éducation culturelle portée par la ville de Saint-Paul. Juste pour rappel, comme ça, la ville de Saint-Paul a mis en place ce qu'on appelle un comité local d'éducation artistique, où la place du patrimoine est de plus en plus importante depuis qu'on est labellisé, mais depuis aussi ces derniers temps qu'on a un animateur, un guide conférencier et qu'on a l'exposition sur le marronnage. Et donc, on développe vraiment une grosse action en direction des publics scolaires. Là, on est en cours de validation, c'est pas encore sorti, mais on va avoir des brochures spécialisées qui vont sortir pour le public scolaire, pour aller sur des visites, que ce soit sur l'usine de Vubel, sur le parcours du vivre ensemble et tout ça. On va avoir un catalogue de choix pour les enseignants qui vont pouvoir venir choisir les visites. On a déjà expérimenté pendant toute l'année, on a reçu plus de 1500 scolaires à peu près. Donc voilà, on est vraiment au-delà de la ville-musée dont parlait un petit peu Laurent, au-delà de l'affichage dans les rues, derrière, il y a un travail de médiation qui se met en place et qui est vraiment prépondérant, parce que pour moi, le joli, l'artistique, c'est très intéressant, mais ce qu'il y a derrière, le fond, c'est vraiment la médiation vers le public scolaire
mais aussi le tout public, parce qu'il est très demandeur de son histoire. Justement, avant de revenir vers Yolande Valérien pour parler justement de cette politique culturelle, je vais quand même demander une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants des primaires, eux, les professeurs d'école, est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'ils proposent des projets pour travailler sur tel site, sur tel élément? En fait, ça dépend, on peut pas généraliser à tous les enseignants, mais il y a une grosse Oui, bien demande, sûr, ouais. et puis la demande va s'amplifier avec l'offre qu'on propose. Ouais. C'est-à-dire que là, on répondait aux gens qui nous connaissaient, qui venaient nous voir. Là, maintenant, l'offre va se généraliser, et je pense qu'on va avoir de plus en plus de demandes, parce que ça intéresse. Ça se voit aujourd'hui au niveau des écoles, Laurent Roireau. Oui. J'allais dire, le restaurateur est sollicité pour parler de tel ou tel projet. Oui, régulièrement. On a en fait, on a des cadres en fait qui permettent aujourd'hui de proposer des interventions en fait en milieu scolaire. Donc ça, c'est un élément important. Il y a aussi un autre niveau, c'est aussi un travail qui est mené par certaines inspections académiques en fait à La Réunion, qui permet en fait de travailler sur la formation d'enseignants. Donc c'est un élément important aussi, puisque si l'enseignant, lui, il est bien outillé, qu'il a entre guillemets des supports ville ou des supports exposition, bah, du coup, l'action, en fait, elle peut être plus facilement déployée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit actuellement. Il y a malgré tout beaucoup d'enseignants, en fait, qui restent encore un petit peu on a construit beaucoup d'outils, mais on les a peu. Souvent, en fait, à un moment donné, on finit par les oublier, on finit par les mettre dans des tiroirs. Et voilà. Mais en fait, il y a beaucoup d'outils qui existent. Et en même temps, comme disait M. Véléen tout à l'heure, c'est que la connaissance historique elle-même, elle a évolué. Donc, il est nécessaire aussi de rafraîchir ces éléments-là de façon régulière et pour intégrer, entre guillemets, les nouveaux schémas de connaissances sur lesquels on est arrivé à La Réunion, quoi. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire de ne pas rester sur une vision qui est poussiéreuse, entre guillemets, de l'histoire, ou même erronée, mais qu'on est dans quelque chose qui avance et qui évolue et un savoir qui se construit encore. Il y a une chose qui est vraie, c'est que l'histoire de La Réunion, et là ce n'est pas pour polémiquer ou pour critiquer, c'est le constat qu'on fait, ne sont pas dans les livres scolaires, ne sont pas à apprendre comme histoire de France. Justement, à ce niveau, Yolande Valérien, vous êtes premier adjoint et donc délégué à la culture, comment faire pour qu'à travers les actions, les activités qui sont menées, ça participe à l'apprentissage, à la connaissance et bien sûr à la transmission de l'histoire, du patrimoine et de tout ce que celui qui a envie d'être réunionnais a envie de savoir. En fait, nous, on associe systématiquement les écoles à nos actions culturelles et patrimoniales. Pour vous donner un exemple, le 13 aura lieu l'inauguration du Jardin de la Liberté. Et les enfants vont jouer un rôle prépondérant même dans la partie officielle de l'inauguration. C'est-à-dire, nos marmailles vont participer dans des ateliers dans ce jardin, au lieu de faire, d'inviter 200, 300, 400, 500 personnes pour couper un ruban. C'est les enfants, donc, avec les professeurs, ils vont travailler sur ce jardin-là. Et le côté officiel, ça va être juste, je ne dis pas facultatif, mais vraiment arrivera en second lieu. Pourquoi ? Parce que, pour nous, les enfants, justement, comment compenser pour ne pas dire aujourd'hui qu'il faut à tout prix, il faut se bagarrer, il faut faire entrer davantage l'histoire dans l'école, tout ça. Mais bien sûr, c'est un combat permanent, il n'y a aucun souci. Mais on ne va pas attendre. Donc, en parallèle, au travers de nos actions, et notamment on a parlé du CLEA tout à l'heure, nous sommes dans les écoles tout le long de l'année, pratiquement. En tout cas, toutes nos actions, l'école est associée. L'école est associée quand on parle du développement économique, on parle de l'aménagement du territoire. Sur le parcours de l'art du vivre ensemble qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, les enfants vont participer, ils vont peindre aussi. Ils vont rentrer aussi, ils vont toucher aussi ils seront comme dans la vie publique, rentrer dans la vie publique. Un enfant, aujourd'hui, il va rentrer pour toucher l'histoire à partir d'un aménagement. Vous voyez un peu l'écart qu'il y a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on n'a pas effectivement
il n'y a pas suffisamment peut-être. Sans doute, il faut faire davantage. Faire entrer l'histoire dans le programme scolaire. OK, mais on n'attend pas forcément ce moment-là. C'est-à-dire, en parallèle, il faut trouver aussi des astuces, il faut trouver aussi la manière pour que nos enfants participent, mais de façon forte dans nos actions, qui justement, ces actions vont permettre justement à ces enfants de s'approprier de cette histoire, des fois des pages de l'histoire qui restent plutôt pas connues. C'est une façon pour nous, en tout cas. D'accord. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que tout à l'heure, Laurent disait que ça sont les associations qui s'occupent le plus souvent de telles ou telles actions. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi ce danger ou l'interprétation, parce que eux, ce sont pas non plus des historiens, pas non plus des archéologues. Eux, ils sont là, ils ont leur connaissance et ils ont leur interprétation aussi. Tout à l'heure, quand Laurent parlait de 1848, je dis souvent, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Malheureusement, c'est comme ça. Après, il faut aller chercher, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été exagéré, qu'est-ce qui a été protégé. C'est vrai pour tout le monde, hein. On ne va pas jeter la pierre à qui que ce soit. On n'est pas non plus dans la repentance, ou non plus dans la résilience d'ailleurs. Mais comment faire pour que chaque association qui ramène quelque chose, puis ça puisse se retrouver et qu'on puisse construire une même histoire pour la Réunion. Parce que c'est peut-être là aussi un petit peu le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent. En fait, je dirais que c'est d'abord un atout. C'est-à-dire que le premier point, c'est que il faut rester historien. Et l'historien, en fait, c'est d'abord une école de la modestie. C'est-à-dire qu'il faut rester extrêmement modeste par rapport à ce que nous, on peut apporter d'un point de vue scientifique et d'un point de vue d'un point de vue des échanges, de la construction du savoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce savoir historique, en fait, à La Réunion, il n'est pas enfermé que dans les livres. On a deux aspects dans l'histoire de La Réunion. Un aspect qui est des sources écrites et on a des sources orales. Et en fait, les Réunionnais eux-mêmes sont porteurs, chaque Réunionnais, chaque grand-père, chaque grand-mère ou chaque arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, en fait, sont porteurs d'une partie de la mémoire, d'une partie de l'histoire de La Réunion. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et ces éléments-là, généralement, ils vont se retrouver autour en fait, de la connaissance qu'on peut développer dans les quartiers. Et c'est ce travail de mémoire-là au niveau des quartiers qui est généralement fait. C'est-à-dire qu'on a des associations, et d'abord, le premier niveau sur lequel elles vont travailler, c'est souvent l'association, la mémoire de quartier, la mémoire des anciens. Donc, c'est déjà un travail extrêmement important parce qu'en fait, ça participe à, d'une part, sauvegarder une mémoire, celle qui a été de quelqu'un qui va disparaître, quoi, et en même temps, l'intégrer dans un récit global. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment en vue, c'est-à-dire qu'on a l'histoire de La Réunion, elle n'est pas écrite que par des historiens, elle est écrite aussi par toute cette population qui est porteur de la mémoire, d'une mémoire orale, qui est extrêmement fine, extrêmement précieuse aussi d'un point de vue de l'approche. Et la jonction, le travail, comme moi, le travail que j'essaie de faire, c'est de concilier ces deux mémoires, c'est-à-dire de travailler avec l'un, avec l'autre, mais de ne pas mettre une source, la source orale, de les traiter sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que la source écrite et la source orale, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Et là-dedans, mon travail à moi, c'est effectivement de concilier ces deux mémoires-là. Juste un exemple, et ça m'a fait sourire lorsque j'ai eu l'occasion de faire ces images. Vous avez le cimetière marin, à côté, il y a le cimetière des esclaves. On a l'impression que c'est deux moments de l'histoire totalement déconnectés, alors que finalement, ça fait partie de l'histoire de La Réunion. Oui. Et comment voir En fait, ça fait partie de l'histoire et en même temps, c'est l'exemple intéressant hein, parce que parfois, en fait, du coup, l'histoire de La Réunion, elle repose. Ça, c'est un très bon exemple qui montre que l'histoire de La Réunion ne repose pas effectivement que sur des livres. C'est-à-dire que jusqu'en 2007, quand Gamed tape la plage de Saint-Paul, en fait, on restait globalement sur une sorte de questionnement sur que sont devenus les esclaves, est-ce qu'il y a des cimetières d'esclaves à La Réunion. On était même arrivé à un moment donné à se dire, mais finalement, peut-être il n'y en a pas. Alors, du coup, voilà. Donc, et là, en fait, on a un révélateur qui n'est pas un révélateur, qui n'est absolument pas scientifique, qui n'est absolument pas populaire, qui n'arrive pas par un historien, même si vous avez des historiens de Saint-Paul qui ont travaillé sur cette question-là. Mais c'est un cyclone qui tape dans la plage de Saint-Paul et qui va amener énormément de choses à La Réunion. Hein. C'est-à-dire que on va se poser la question du coup de l'archéologie funéraire. Donc là, on découvre pratiquement entre 12 et 20 000 corps potentiels qui sont installés dans cette zone-là. On a du coup
la nécessité d'intégrer un nouvel élément dans l'approche scientifique, c'est l'archéologie. Donc, et ça, c'est, comme je dis, c'est pas un historien, c'est pas un scientifique qui amène ça, c'est un cyclone qui amène Force ça. naturelle. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. C'est venu de la mer. Voilà, c'est venu de la mer. Voilà, c'est venu de la mer. Peut-être c'est ça le point commun avec nous, mais c'est venu de la mer effectivement. Voilà. Et c'est là aussi, déjà, dans la construction de cette histoire de cette histoire de la Réunion, on voit que finalement, c'est pas, et les choses ne sont pas dissociées, qu'elles sont liées, même si, et le cimetière était juste à côté, le cimetière des esclaves était juste à côté du cimetière marin, et on l'a découvert seulement en 2007. Oui, 2007, ouais. C'est un peu le paradoxe, comme les recherches qui sont menées par les archéologues, par les associations, dans les Hauts, pour aller retrouver comment les marrons ont vécu. On voit que finalement, c'est vraiment la base aussi de départ de ceux qui vont devenir un petit peu les gens des Hauts. Oui, il y a avec une particularité, c'est vrai que du coup, l'exposition qui est à Saint-Paul sur cette thématique-là, elle a exploré en fait le tout début du marronnage, c'est-à-dire on est sur 26 ans à peu près de rapports qui ont été étudiés. Et en fait, on est à la fois sur une occupation qui est essentiellement malgache, avec quelques Indiens dedans. Et là-dedans, on est dans le passage, en fait, aussi à la traite négrière tournée vers l'Afrique. Et en fait, on est témoin de ces deux éléments-là. Et finalement, oui, les premiers explorateurs des Hauts à La Réunion, et avec une porte d'entrée importante qui est la rivière des Galets, et puis dans le sud, la rivière Saint-Étienne, eh ben, c'est des marrons. Ouais, c'est effectivement les premiers, les premiers à pénétrer cet espace où si vous vous souvenez de cette vision cartographique qu'on a à La Réunion, on a l'idée d'une espèce de lac intérieur et qui déborde un peu des montagnes, quoi, voilà. Mais c'était un peu ça la vision qu'on avait encore finalement. Et le fait qu'eux reculent la limite et essaient d'avancer vers l'intérieur amènera aussi les Blancs, du coup, à faire le même schéma par la suite. En tout cas, on le voit dans cette exposition qui est à l'espace d'Elfuma. On voit comment ils ont créé des petits quartiers déjà, comment ils ont installé leur vie. Et c'est vrai que c'est l'exposition qui est dans cet espace culturel du Delphima était vraiment intéressant sur ce point. Oui, très intéressant, avec une fréquentation assez intéressante aussi, du grand public, mais aussi des scolaires, on les incite à venir. Mais c'est vrai, pour faire un petit peu le lien avec le cimetière des esclaves, et pour terminer là-dessus, c'est la nature qui met en lumière justement cette partie cachée de notre histoire. Et il y a eu des choses réalisées par l'ancienne équipe à l'époque, en 2007. Puis en 2011, il y a eu la deuxième fouille. Là aussi c'est pareil, il y a une autre stèle. Et on s'est dit, nous, dans le cadre du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et 355e anniversaire du peuplement, comment faire justement pour que désormais, c'est pas juste avoir une stèle comme ça, mais c'est de faire entrer dans ce parcours-là, ce cimetière-là. Parce que quand même, à part, d'après ce qu'on a aujourd'hui comme élément, c'est le 4e cimetière seulement dans le monde où l'esclavage était pratiqué. On a des preuves comme de quoi il y a eu aussi des esclaves enterrés là, inhumés là, du fait qu'il y a des dents taillées en forme de pointe à l'époque par l'archéologue qui est venu spécialement, un spécialiste. Et donc, à partir de là, dans la création de ce parcours, effectivement, et désormais donc dans nos parcours culturels, patrimonial, historiques, touristiques, ce cimetière est dedans. Et d'ailleurs, maintenant, il a un nom. Depuis le 3 mai dernier, c'est le cimetière des esclaves et des oubliés. Des oubliés, peut-être donner quelques éléments aussi, parce que sans doute, il n'y a pas que des esclaves. On a retrouvé quelques éléments, et notamment ces dents taillées en forme de pointe, qui rappellent donc un peu la culture un peu de l'Est de l'Afrique, nord-ouest de l'Afrique. Mais par contre, on doit aussi prendre en compte, quand on dit oublier, c'est parce qu'il y a aussi d'autres personnes, pour d'autres raisons, qui sont enterrées sans doute là. Je te donne quelques éléments. Oui, je peux donner peut-être quelques éléments, mais je pense que Laurent pourra compléter. Oui, on est sur un cimetière potentiellement dont le rapport de Bizot en 2011 dit qu'on peut avoir des esclaves. En tout cas, les ossements témoignent d'une présence de pratiques funéraires qui rappellent l'Afrique de l'Est. Après, on est sur un cimetière hors enclos, quelque chose qui existe aussi ailleurs, dans beaucoup d'autres, à La Réunion, mais ailleurs dans le monde, système hors enclos, où la séparation se fait souvent aussi entre catholiques
non catholiques, et aussi entre catholiques et catholiques qui auraient pu sortir de la religion. Quelqu'un qui a été excommunié, un divorcé, un homosexuel, un brigand. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les pirates, contrairement à ce qui se passe, ne sont pas enterrés dans le cimetière marin. Ils sont toujours à l'extérieur, avec des process. Pour certains, c'est sur le ventre, pour d'autres, ça va être debout. Donc le cimetière ce cimetière des esclaves et des oubliés correspond sans doute, après c'est des théories scientifiques, hein, c'est toujours, demain on peut peut-être nous prouver le contraire, on peut penser qu'il y a un cimetière d'esclaves et de tous ces exclus de la communauté qu'on retrouve, tous ces oubliés qu'on retrouve à l'extérieur du cimetière. Non seulement le nom, mais on a un aménagement aussi digne de ce nom. Oui, qui est en cours. Ouais. Là aussi, avec parfois des paradoxes, c'est que le site effectivement a été aménagé, mais la dimension mémorielle, en fait, elle n'est pas complètement intégrée. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, actuellement des gens qui pique-niquent sur l'espace. Ouais. Donc, Oui, tout à fait. voilà, hein, mais ils pique-niquent sur un cimetière. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce qu'ils ne feraient pas, c'est-à-dire si on dirait au gars, vous êtes à Saint-Denis, on va faire un pique-nique dans le cimetière de Saint-Denis, le gars dit, non, on ne pourrait pas faire ça. Tout à fait. On ne peut pas faire ça. Hein. Mais là, en fait, la dimension mémorielle, elle n'est pas encore intégrée. Donc cette année, normalement, si tout se passe bien, le 19 décembre, il y aura l'inauguration du jardin des esclaves et des oubliés avec un aménagement digne de ce nom et aussi un monument qui rappelle un peu le ciel, la mer, la terre. Et tout. Juste faire un parallèle avec ce qui se passe au Dimitri au mois de décembre. Là, également, rendre hommage aux esclaves qui n'ont pas eu de sépulture. Donc, voir qu'à La Réunion, cette page de l'histoire, elle est en tout cas réelle. Mais je voulais, puisqu'on parlait d'ouvrir justement la culture, et c'est d'ouvrir les lieux de culte, finalement, lors de ces 3 journées, 2 journées plutôt normalement de ce week-end, des journées européennes du patrimoine, c'est d'ouvrir la mosquée, d'ouvrir les temples tamouls, la belle église qu'il y a du côté de l'hôpital de Saint-Paul. Je veux dire que ça aussi, ça fait partie aujourd'hui de ce patrimoine-là. Les gens y vont et on voit en tout cas les responsables de culte les recevoir vraiment avec plaisir, les expliquer. Et c'est là aussi, ça montre qu'il y a une volonté aussi de s'ouvrir, je suppose. C'est dans le programme. C'est dans le programme, Ouais. on le retrouve dans le programme parce que différents lieux de culte sont ouverts pour les journées du patrimoine. Mais là, désolé, on n'a pas amené, aussi on a sorti notre première brochure Rendez-vous Ville d'Art et d'Histoire, une programmation sur 4 mois de nos visites guidées, des On expositions. reviendra dans l'occasion d'y revenir. Et justement, dans ce programme-là, donc le programme de visite guidée, on a mis en place une visite régulière, une sorte de marche patrimoine urbaine autour des lieux de culte. En fait, à Saint-Paul, c'est les 3 principaux lieux de culte que sont l'église de la Conversion de Saint-Paul, la mosquée et le temple de la rue Saint-Louis. Et donc là, on a une visite qui dure, c'est une marche, parce que vous imaginez, il y a une bonne distance, ça fait 3 heures, mais elle est programmée régulièrement sur les 4 mois qui viennent. Il suffit de regarder sur Internet, sur le site de la mairie, on peut s'inscrire à cette visite et faire sur les traces de ces lieux de culte, mais qui font partie de l'histoire de la Réunion également, quoi. Et une chose là-dessus, puisqu'on parle de lieux de culte, on voit que finalement, et ça, on le verra sans doute lors de festivals, avec tout l'imaginaire, toutes les superstitions aussi, parce que l'histoire de la Réunion, c'est quand même lié aussi à quelques superstitions. On le voit, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça me fait sourire souvent quand je pense au chiffon rouge des Malbars, parce que c'est ce qui les gens ont peur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce que c'est à travers le culte que l'histoire peut se révéler un peu plus? Je pense que quelques mots, je pense que la culture réunionnaise est indissociable au culte. D'autant que les cultes s'interpénètrent. Voilà, qu'il soit un Saint-Expédie, qu'il soit un temple tamoul, qu'il soit une croix d'un chemin à l'époque, une mosquée. Mais on vit avec ça à La Réunion. Pas pour autant, on ne doit pas en même temps faire la part des choses en tant que pouvoir public sur la question de la laïcité. Mais comment retirer ça à La Réunion? Ne pas faire par exemple Noël, que c'est une fête religieuse de toutes les manières. Comment ne pas faire aujourd'hui le Dipavali? Comment ne pas faire aussi... Oui, le Nouvel An chinois, il y a aussi un côté culturel fort dans l'Aïd. Aujourd'hui, on voit également que la commémoration de l'indépendance de Maurice est
un rendez-vous. Commémoration de Bien l'indépendance sûr, de Madagascar bien sûr. est un rendez-vous. Le Nouvel An malgache est un rendez-vous. Bien En tout sûr. cas, c'est l'occasion à chaque fois de célébrer chaque communauté. Et ça rappelle, c'est un peu la physionomie de la Réunion. Ouais. C'est l'âme réunionnaise. Ouais. Quand on voit le Nouvel An malgache, quand on voit le Nouvel An chinois, chinois. mais nous sommes dedans. Nous sommes d'origine chinoise ou pas, mais nous sommes dans cette fête-là. Ouais, on va juste Et ça, rappeler- c'est important. On va juste rappeler aussi que c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment à tout ce qui peut être l'anthropologie. Au départ, il y a des Chinois, sont aussi des Chinois noirs. Il y a également, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, les Chinois également étaient au départ noirs. Donc, voir qu'on a quand même des liens. Et puis, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, remonter au plus loin, voir que ça part un peu d'Afrique. Et là, je pose la question à Laurent Moreau. Effectivement, on dit toujours que ça part, le peuplement du monde part de l'Afrique. Ouais. Et c'est une réalité aussi. Mais quand on voit, et je regardais le programme, l'objectif aujourd'hui pour ce que vous faites, les 15 et 16, c'est les journées européennes, le 14 vous y avez ajouté, quel est l'objectif de la mairie de Saint-Paul et bien sûr de la culture à Saint-Paul? Mais nous avons fixé des axes prioritaires tout au début de notre mandature, la réhabilitation du patrimoine, l'axe éducation patrimoniale en 2, 3, le lien historique avec les pays de la zone, de l'océan Indien, et enfin, 4e, comment mettre en place cette politique de valorisation, de sauvegarde, de valorisation et de transmission de notre patrimoine culturel immatériel. Et dans ce programme, nous sommes pratiquement à 85% de l'immatériel. Parce qu'un bâtiment, on voit. Un bâtiment classé, inscrit ou remarquable. C'est visible. Alors, quand on parlait tout à l'heure des cimetières des esclaves et des oubliés, nous sommes sur l'immatériel. Oui, il y a un espace physique, mais son histoire, qui est là-dessous? Qui est dessous là, sous la terre de cet espace? Si on ne fait pas justement, s'il n'y a pas ce côté pédagogique, s'il n'y a pas ce côté médiation au travers des expos, au travers des visites guidées, on ne pourra jamais, on ne saura jamais notre histoire. Et c'est à partir de là, on s'est dit, nous, c'est surtout sur le côté immatériel, on a mis l'accent parce que quand même, la ville d'art et d'histoire, le VAH, mais il y a une grande partie architecturale, donc c'est des bâtiments. Mais l'idée pour nous, c'était de dire aussi, mais il n'est pas interdit, au contraire. Et c'est peut-être la Réunion, peut-être, parmi les 200 et quelques villes labellisées, villes d'art et d'histoire, c'est peut-être la Saint-Paul, en tout cas, qui a fait ce choix de mettre en avant le côté immatériel. Tracer un parcours de l'art du vivre ensemble et du métissage culturel. Mais bien sûr, c'est physique, le tracé. Mais de l'art du vivre ensemble, là, nous tombons directement dans l'immatériel. Dans le métissage culturel, c'est l'immatériel. Et donc, notre politique culturelle et patrimoniale est vraiment basée en grande partie sur la mise en lumière, sur la sauvegarde, sur la restauration, la valorisation et la transmission. Et tout ça à partir, donc, bien sûr, donc, en lien en associant les écoles, en associant nos marmailles. Quel va être le point d'orgue de ces 2 jours, Sébastien Guittet? Si on devait retenir qu'un truc, Oui. non, qu'une seule chose. Non, le point d'orgue pour moi, c'est pas. Nous, on cherche pas justement à avoir une centralité. Saint-Paul, c'est un archipel, donc c'est pas avoir une centralité. Après, si on doit citer, on n'a pas que je vais juste citer ceux que j'ai oubliés tout à l'heure. Non, j'ai pas cité aussi qu'on avait une création qui avait été faite aussi avec les balades créatives, donc le côté voir ludique, voir l'histoire, que pas par les savants comme Laurent, on adore tous, moi je l'adore, mais aussi d'avoir par des artistes, le regard d'artistes posé sur ce parcours du vivre ensemble, sur l'histoire de Saint-Paul. Donc on va avoir des choses donc ça va être quelque chose d'intéressant. Après il y a toute la programmation, il y a la centralité de la Maison Cerveau. Sur le parc Belvédère, Laurent avait déjà travaillé avec nous pendant des années sur les chemins pavés. Il va y avoir aussi cette approche des chemins pavés que je trouve très intéressante parce que c'est notre patrimoine qui est pas visible des fois et qui nous relie tous. Et en plus, on va travailler autour d'un métier qui sont les gens qui savent travailler la pierre sèche et ainsi de suite, qu'on pourrait remettre au goût du jour parce qu'on en a des kilomètres de chemin pavé à restaurer peut-être un jour.
Donc voilà, c'est 2-3 choses. Et puis les étudiants, que j'encourage les gens à aller écouter pour voir si ça... Laurent Moreau, on le voit, à travers ce que dit Sébastien Kita, ce passé, c'est peut-être un paradoxe ou quelque chose d'étrange, mais on a l'impression que ça devient un présent de plus en plus présent, parce que les gens y vont de plus en plus. Comme au Lazaret, quand on voit les gens arriver, ils s'assoient, un peu comme s'ils étaient dans leur case, chez eux, Oui. et on voit que ce passé, aujourd'hui, devient presque un besoin. Et est-ce que c'est... Comment aller faire en sorte que ce passé, qui devient un présent, soit vraiment quelque chose que les gens puissent vivre de manière, je dirais, continue, sans pour autant que ça soit toujours un devoir de mémoire, mais comme si vraiment on continue un petit peu ce que ceux qui sont arrivés en 1163 ont commencé et que nous, on continue finalement. Alors, il y a un aspect qui est fondamental là-dedans, hein, ce que tu disais sur le fait qu'au Lazaret, les gens arrivent et s'assoient, etc. C'est que dans ces journées du patrimoine, le cœur de départ, c'était en fait tout ce qui était monument historique, etc., classé, inscrit ou protégé, remarquable, mais qui fait partie du patrimoine national. Donc moi, quand je fais les visites généralement au Lazaret, je leur dis, mais bienvenue chez vous. Parce qu'en fait, c'est tout, mais c'est valable n'importe où, c'est valable dans tous les bâtiments qui sont classés monuments historiques, c'est le patrimoine commun, c'est ce qui forme le patrimoine commun. Donc ça nous appartient, c'est-à-dire moi je suis propriétaire d'un morceau de ce patrimoine, Sébastien propriétaire, toi, Yolande, on est propriétaire d'un morceau de ce patrimoine-là. Donc c'est l'élément important là-dedans, c'est-à-dire que c'est la notion où on est bien dans l'art du partage, mais cette notion-là, c'est que ce patrimoine-là, il est patrimoine national et il est commun, il nous est commun en tant que propriétaire. Donc ça c'est l'élément pour moi clé là-dedans, dans cette approche-là, c'est que voilà, et là-dedans, on n'est peut-être pas effectivement dans quelque chose qui est, enfin, comme je disais, c'est que c'est à la fois un présent un passé qui se conjugue au présent, et c'est pour les familles réunionnaises, pour beaucoup, hein, dans le public que je vois venir. Moi, généralement, c'est aussi un moment de partage, c'est-à-dire que c'est un point de transmission, c'est-à-dire que effectivement, les parents ils utilisent souvent les billets des monuments pour ramener quelque chose. Et puis il y a ceux qui cherchent une émotion, c'est-à-dire effectivement le fait d'être d'être immergé à un moment donné dans un site, et ben ça vous donne quelque chose qui est de l'ordre du décalage temporel ou du voyage temporel, et ça c'est aussi important, c'est d'être dans le lieu pour l'explorer avec ses yeux, avec son regard, etc. Bon voilà, moi quand je faisais les visites de Lazaret, par exemple en 2005, il y a pas d'exposition, on faisait visiter des murs et les gens pleuraient. On avait des gens qui pleuraient dans le bâtiment parce que on était sur quelque chose où comment dire, la mémoire, elle fonctionnait et puis l'émotion, elle était là et souvent, comment dire, ces éléments patrimoniaux-là, c'est aussi un moment pour partager quelque chose ou pour quelque chose d'un peu initiatique. Hein, voilà, qui est de l'ordre du personnel. Donc, on est sur des éléments qui sont extrêmement importants qu'on peut aborder de façon de l'ordre familial, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif. Voilà. Et la notion clé pour moi, c'est d'abord que c'est partagé. Souvent, on répète, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on est, où on va. Et ce besoin des Réunionnais, d'être sûrs qu'ils sont issus de cette histoire, qui sont les fruits de cette histoire, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai, on le voit. On le voit lorsque ce monsieur vient sur le 20 décembre faire parler du maïs et de son moulin à maïs, lorsque celui qui va utiliser le goni pour en faire des vêtements, à l'époque de la guerre on faisait avec le choca, parce qu'il n'y avait pas de fibres pour faire les vêtements, et c'est une réalité, et cette question je vais vous le poser à tous les trois. Il y a ce besoin aujourd'hui de se sentir réunionnais, de se sentir vraiment de la continuité de cette histoire qui a commencé il y a 355 ans. Comment faire justement à travers les journées européennes du patrimoine, à travers la commémoration du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion, à travers le 70e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, comment faire pour que le Réunionnais continue à se sentir de plus en plus dans son histoire finalement et se sentir réunionnais? Alors, moi, de mon point de vue, c'est que effectivement, il faut que les municipalités s'emparent de ces opérations-là, c'est-à-dire qu'elles continuent à construire, à valoriser le patrimoine, qui est aussi là où la municipalité a un rôle important, c'est qu'elle structure, elle entretient aussi ces éléments patrimoniaux-là et elle participe à leur meilleure intégration, leur meilleure compréhension. Donc là, l'élément important, c'est là-dedans, c'est effectivement que des municipalités s'emparent de leur mémoire, s'emparent de leur ville et s'emparent des éléments qui sont construits. Donc pour moi, c'est
c'est ramener un acteur clé dans ces dispositifs-là, quoi. D'accord, Sébastien Guita. Alors, pour rajouter deux, trois choses par rapport à ce que vous venez de dire, il y a un auteur qui s'appelle Père Jacques Esselias qui a écrit dans Le Cheval d'Orgueil un livre très connu, Sans hier, sans demain, aujourd'hui n'est rien. Donc ça correspond tout à fait à ce que vous venez de dire. On a besoin d'hier, on a besoin d'avoir un futur, de pouvoir imaginer un futur, de se projeter pour pouvoir vivre ancré dans notre époque aujourd'hui. Et donc nous, à Saint-Paul, au travers de toutes les actions qu'on mène, que ce soit dans le cadre du patrimoine, mais plus largement du label Ville d'Art et d'Histoire, c'est un peu ça qu'on cherche à travailler. C'est-à-dire, hier, on en a besoin, on se projette dans demain pour le vivre aujourd'hui, et donc travailler le patrimoine, mettre en l'air le patrimoine, le mettre en valeur. Que par plein de moyens, on a été présent, par exemple, sur Jour de Sport Santé, on a essayé de développer le patrimoine au travers de marches, de randonnées, de balades en vélo. Sur les chemins pavés, on essaie de travailler avec nos collègues des sports pour pouvoir mettre en valeur ces chemins comme des itinéraires de sport de nature, mais aussi des lieux de mémoire, d'apprendre. Donc c'est ça, on ne doit pas ranger le patrimoine dans un placard. C'est pas un musée aussi, hein. On peut le vivre dehors, on peut aller sur des chantiers. Bah, les gens le vivent, ouais. Hein. Ils vont nager à la piscine de Vubel, c'est un lieu patrimonial, on est dans le corps d'une partie de l'usine. Ils vont marcher sur les chemins pavés, ils vont dans la savane, ils sont sur des lieux patrimoniaux. On est entouré par des lieux patrimoniaux. On a juste besoin des fois d'un peu de médiation pour comprendre, pour se dire que là, c'est l'ancien CFR, l'ancien chemin de fer. Il est tout autour de nous, le patrimoine. On a juste des fois besoin d'un petit coup de projecteur, comme pendant les JEP, et qu'après la transmission se fasse dans les familles, entre nous, quoi. D'accord. Au mot de la fin, là-dessus, Yolande Vellier. Moi, comment moderniser en ayant toujours cette approche traditionnelle, c'est-à-dire cette approche patrimoniale. C'est-à-dire, on ne peut pas ici à la Réunion, et plus particulièrement à Saint-Paul, penser au développement économique, à l'aménagement de son territoire, si on n'intègre pas le patrimoine. Parce qu'à partir de là, à mon sens, la Réunion, à comparer à d'autres îles, d'autres îles toutes proches, hein, comme Maurice et Seychelles ou autres, ils ont des atouts, certes, mais nous avons des richesses extraordinaires ici, notamment en termes patrimonial. Je pense qu'à partir de là, on doit désormais, pour justement, si on peut dire ça comme ça, s'il fallait rattraper un peu le retard, c'est-à-dire nos historiens, nos chercheurs travaillent à fond et nous offrent donc des choses nouvelles à chaque fois, et c'est super, c'est tant mieux, on dit merci, mais en même temps, nous, pouvoir public, nous sommes en responsabilité, comment contribuer justement par rapport aux résultats de recherche de nos historiens, de nos chercheurs, comment faire pour matérialiser de manière définitive, durable en tout cas, cette approche patrimoniale, quelle que soit dans nos constructions. C'est-à-dire quand on construit par exemple aujourd'hui, on aménage, on va créer des emplois derrière. On parle n'importe quoi de l'art du vivre ensemble, mais il faudra à un moment donné quelques guides conférenciers. Parce qu'aujourd'hui, on bouge avec 2 guides conférenciers à Saint-Paul, 2,5, 3, mais à partir du moment on a commencé déjà cette construction. Quand, à un moment donné, quand on va atteindre une vitesse de croisière, on aurait embauché quelques dizaines de guides conférenciers. Parce que c'est une entreprise, en fait, cette construction. Et Laurent a raison. Les mairies, les collectivités, si on veut que la population s'approprie de son histoire, de cette histoire, il faut se donner les moyens, il faut mettre en place des outils. Et les outils, c'est ça. Dans un premier temps, c'est la volonté de partager. La volonté de partager, aujourd'hui, l'Europe parle de l'art du partage. Mais on regarde, il n'y a pas si longtemps, à peine 350 ans, un peu moins, bien sûr, moins. Ils parlaient français, ils parlaient anglais, ils parlaient malgache, tamoul, chinois, africain, et ainsi de suite. Mais ils ont quand même, par la volonté de partager, dans des moments difficiles des fois, ils ont pu faire justement des choses extraordinaires. Et nous, on bénéficie de tout ça aujourd'hui. Notre rôle, c'est de transmettre. Et comment transmettre ?
à nos enfants, c'est la volonté du partage et de liberté. Puisque nous sommes libres aujourd'hui. Moi, je crois à ça, lui, il croit à l'autre est croyant dans telle chose, mais cependant, nous sommes réunionnais. Quelles que soient nos origines, nous sommes réunionnais. La main dans la main, ensemble, je pense qu'effectivement, on a un rôle à jouer, nous, en tout cas élus, journalistes, historiens, responsables de l'administration, on a un rôle à jouer. Comment faire pour transmettre ce que nos ancêtres nous ont transmis? Et nous sommes vraiment là-dedans aujourd'hui. Et je pense que, de façon incontournable, c'est à partir de l'éducation qu'on va pouvoir démarrer. Sans l'éducation, faire des choses à la va-vite, foncer, à mon avis, non. Mais partager avec le plus grand nombre, avec tout ce qu'ils souhaitent partager, bien sûr, et l'école, l'éducation. Ça, c'est une priorité pour nous. Et je pense que dans l'art du partage, on doit pouvoir construire une réunion juste, une réunion durable, une réunion qui fait bon à vivre. Merci Yolande Vallière, donc premier adjoint au maire de Saint-Paul et délégué à la culture. Merci à Laurent Warou, restaurateur et historien. Merci Sébastien Guita, donc directeur du service culturel, sport et culture. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de revenir un petit peu et de reposer certaines questions sur d'autres thèmes. On verra un petit peu comment on pourra faire aussi, nous, avancer à notre façon, que l'histoire, le patrimoine de la Réunion rentre un petit peu plus dans chaque famille. Merci à vous, messieurs.